Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. L'actualité, elle est dense en Nouvelle-Calédonie. Ce sont d'abord les discussions qui vont s'ouvrir prochainement à Paris. Tout au long de la semaine, vous avez pu entendre sur notre antenne les différents participants loyalistes à ces réunions parisiennes. Les indépendantistes n'iront pas à Paris et ceux que nous avons invités à venir s'exprimer et s'expliquer ont décliné notre invitation. Mais l'actualité, c'est aussi au niveau national la prochaine élection du président du Rassemblement national, qui doit succéder à Marine Le Pen. Et c'est ce dont nous allons parler dans ce magazine Transparence avec un débat et deux invités. Alain Descombelles, le secrétaire fédéral du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie, et Guy-Olivier Quénaud, qui est adhérent du Rassemblement national et qui est par ailleurs élu de la province sud du Congrès. Bonjour à tous les deux. Bonjour Elisabeth. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette élection à la présidence du Rassemblement national pour laquelle il y a deux candidats en lice, Louis Alliot et Jordan Bardella. Les militants ont jusqu'au 3 novembre pour participer à l'élection. Alain Descombelles, vous soutenez la candidature de Louis Alliot, Guy-Olivier Quénaud, celle de Jordan Bardella. Vous allez nous dire l'un et l'autre les raisons de votre choix. Mais auparavant, si vous le voulez bien, un mot sur l'actualité immédiate de la Nouvelle-Calédonie avec le décès d'une figure politique et syndicale, celle de Louis Cotra-Uregueil, un personnage controversé bien sûr. Quelle est votre réaction à l'annonce de ce décès? On sait, Alain Descombelles, notamment que vous l'avez beaucoup fréquenté, bien connu dans vos activités. Beaucoup combattu. Je n'évoquerai pas l'homme par respect pour la famille, mais sur le plan syndical et sur le plan politique, pour moi, ça reste un troublion, un manipulateur et quelqu'un qui a fait beaucoup de mal à la Calédonie. Donc en deux mots, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé en 96, lorsqu'il a envahi Ducos, où il y a eu 500 millions de dégâts. Et c'est une personnalité qui était très controversée, en tout cas chez les patrons, et qui a beaucoup abîmé les entreprises. Et je terminerai par les fermetures du port qui était permanente pendant cette période-là. Heureusement qu'aujourd'hui le syndicalisme a changé de niveau. C'est, je crois, aujourd'hui beaucoup plus apaisé. Guy-Olivier Quénaud, vous avez eu l'occasion de connaître Louis Cotra-Uregueil ou... Non, assez peu. Donc, il aime par respect pour l'homme et la famille. Hein, la période de deuil est primordiale, évidemment, mais je n'étais absolument pas en phase avec ses idées et encore moins avec ses méthodes. Nous allons passer à ce débat sur le prochain président du Rassemblement national. D'abord, qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre de cette élection? Est-ce que Marine Le Pen a raison de passer la main et de quitter la présidence du Rassemblement national? On sait qu'elle a nommé un président par intérim, c'est Jordan Bardella pour l'instant qui assure la présidence du parti. Marine Le Pen a raison de passer la main? Moi, ça me semble assez sain. D'ailleurs, bon, c'est finalement une confirmation par cette élection qu'elle avait souhaité passer la main et qui prouve bien que tous les détracteurs qui pensaient qu'elle resterait comme son père, elle a bien fait un choix. Ce qui ne veut pas dire qu'elle part de la vie politique, puisque je suis convaincu qu'elle se présentera aux prochaines présidentielles. Guy-Olivier? Oui, en effet, elle est essentiellement maintenant focalisée sur son rôle de présidente du premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Et c'était bien aussi que le Bureau national puisse avoir un certain renouveau. Dans la période d'intérim, effectivement, le poste a été occupé par Jordan Bardella, qui a vraiment eu une très forte empreinte sur la campagne présidentielle et législative. Et c'est bien, c'est sain dans un grand mouvement démocratique qui est ces débats et ces échanges. Alors justement, Jordan Bardella, président par intérim depuis quelques mois, vous le soutenez, Guy-Olivier Quénaud. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de soutenir sa candidature? Je trouve qu'il a impulsé une très belle dynamique. Déjà, c'est la jeune génération, donc c'est important parce qu'il faut savoir qu'une grande partie des adhérents et militants du Rassemblement national sont des jeunes. Donc c'est important d'avoir cette image. C'est quelqu'un qui ne pratique pas la langue de bois. Il a été très clair sur nos positions, que ce soit pendant la campagne électorale présidentielle que les législatives. Et c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance des dossiers nationaux et européens. Alors, en face de lui, il y a Louis Alliot, que l'on connaît en Calédonie. Il est aujourd'hui maire de Perpignan, grande ville. Alain Descombelles, pourquoi est-ce que vous avez décidé de soutenir sa candidature à la présidence du Rassemblement national? Tout d'abord parce que c'est un ami et que c'est une personnalité qui a beaucoup compté dans les 15 dernières années. À savoir, c'est lui qui a participé avec Marine Le Pen à la transition entre Jean-Marie et sa fille. Et c'est un homme de terrain. En même temps, c'est le seul élu RN qui, depuis, est venu nous voir et qui a participé à un certain nombre d'opérations. Et donc, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et c'est un homme de parole.
Maintenant, il est en train de démontrer que, aussi bien en tant que député que sur la ville de Perpignan, ses compétences. Et je crois que de toute façon, quel que soit le résultat, il a toute sa place au sein du parti, et d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'on a besoin d'hommes comme ça qui ont du passé. Et j'oublie pas, c'est un ancien pied-noir qui a souffert de par ses parents de cette décolonisation violente qu'ils ont vécu, notamment dans les événements de Oran. Et je pense qu'il a toute cette expérience derrière lui qui fait que, pour nous, la Calédonie, qui sommes dans une période trouble et compliquée, je pense que c'est un homme qui a la capacité à pouvoir apaiser et avoir une réflexion de fond sur ces sujets, notamment ce sujet aussi important que la problématique que nous avons aujourd'hui sur le prochain statut. Guy-Olivier Queneau, pour vous, Louis Alliot, c'est le passé ? Non, absolument pas. Je crois que cette élection, c'est absolument pas une élection d'opposition. C'est une élection d'émulation et de complément, parce que, et on l'espère bien d'ailleurs, quel que soit le résultat, j'espère moi que l'un ou l'autre sera à la vice-présidence du parti, ou du moins avec des fonctions éminentes au sein du bureau national, parce qu'il y a des enjeux que nous subissons, qui sont les enjeux d'immigration et de délinquance en métropole, qui malheureusement sont portés à un paroxysme aujourd'hui. Il y a les enjeux économiques et les enjeux ensuite des relations avec l'Union européenne, qu'il faut complètement redéfinir si nous voulons reprendre notre destin en main. Et vous, Alain Descombrel, qu'est-ce que vous pensez de Jordan Bardella ? Il est trop jeune, trop inexpérimenté ? Alors moi, je dirais que, bon, si je raisonne sur l'ensemble des élus politiques ou des politiques français de tous bords, c'est celui qui a le QI le plus énorme de tous, il n'y a pas photo. Il doit être dans les 180, donc c'est quelqu'un qui, je dirais, intellectuellement est une personnalité, est une personne très intelligente. Par contre, je le trouve un peu jeune, effectivement, par rapport au passé. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément tout le recul nécessaire qu'a aujourd'hui Louis Alliot, qui, lui, justement, a vécu toutes les problématiques. N'oublions pas quand même qu'il y a eu des coups de poignard dans le dos d'un certain nombre de personnalités qui sont parties, notamment avec Éric Zemmour. Et je trouve que c'est un fidèle. Et je trouve qu'il a le passé et l'expérience du passé qui, à mon avis, est très importante, parce que je constate quand même que Louis a fait énormément campagne. Il est allé vraiment partout. Actuellement, je crois d'ailleurs qu'il est même en Guadeloupe. Et ça prouve, si vous voulez, sa volonté. C'est pour ça que peut-être que le résultat risque peut-être ou d'être différent ou du moins surprenant, parce que beaucoup de gens pensent « Oh bah oui, Bardella, il est brillant, c'est lui qui va passer ». Mais c'est un homme de terrain, et j'ai pu constater qu'il avait fait beaucoup de terrain, et que dans un parti comme celui du RN, les gens sont très sensibles à cela. Donc on va peut-être avoir une surprise à ce niveau-là. Maintenant, je pense comme Guy Olivier que les deux ont leur place à terme pour diriger ce parti qui, à mon avis, aujourd'hui, incontestable, a un véritable avenir. Mais alors, au-delà du style et au-delà des âges, on a bien compris, il y en a un qui est très jeune. Il a quel âge, d'ailleurs, Jordan Bardella ? 27 ans. Oui, 26-27 ans. Ouais. Et Louis Alliot ? Je dirais, par pudeur, je dirais la cinquantaine passée. Au-delà de leur âge, au-delà de leur style, qu'est-ce qui les différencie tous les deux ? Est-ce qu'il y a des choix idéologiques, des positionnements particuliers ? Est-ce qu'il y a des dissensions entre eux ou pas du tout ? Est-ce qu'ils sont d'accord sur tout ? Dire qu'ils soient d'accord sur tout, peut-être pas. Je pense que Louis Alliot a, notamment si je prends sur le sujet de la Calédonie, une expérience et surtout une vision peut-être un petit peu différente. Moi, ce qui me fait un peu peur dans la nouvelle génération, c'est que c'est une génération justement qui n'a pas vécu l'époque des événements ici, qui n'a pas vécu tout ce qui s'est passé. Et j'ai toujours une crainte que l'oubli fasse que parfois, sur un certain nombre de points, il soit peut-être un peu plus, je dirais, distant. Ce qui n'est pas le cas avec Louis, qui, je pense, notamment pour la Calédonie et pour l'Outre-mer, a une véritable affection. Et en même temps, a des idées et sur lesquelles il a quand même il a du poids. Et c'est d'ailleurs ce poids-là qui lui a permis, avec Marine, de faire les scores qu'il a fait, sauf malheureusement en Calédonie, puisque c'est le seul département qui a voté pour le président Macron. Mais ça prouve que sa vision du monde outre-mer est une vision qui est différente. Donc je pense que Jordan Bardella est un métropolitain, je dirais, dans l'âme, et donc il a une vision qui peut être un peu plus avec une hauteur, mais qui nous peut paraître effectivement dangereuse. C'est pour ça que c'est très bien que Guy soit proche de Bardella et que moi je sois proche de Louis Alliot. Ça nous permettrait peut-être de les ramener sur des points sensibles sur lesquels on ne voudrait pas qu'il y ait une dérive. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas, mais c'est pas plus mal que chacun de son côté ait des réseaux différents. Guy-Olivier Queneau, des dissensions entre les deux hommes, selon vous ?
Non, il n'y a pas de distorsion fondamentale. Ils sont d'accord sur la ligne générale qui a été développée lors des différentes campagnes. Mais effectivement, là, je rejoins Alain, c'est que le danger, il est à plusieurs niveaux. Il est au niveau européen, et c'est là où, notamment, Jordan Bardella est national, où Jordan Bardella va avoir une très bonne vision via le Parlement européen, parce que c'est malheureusement aujourd'hui, on le voit avec l'attitude de la Commission européenne, des passe-droits sur les décisions des citoyens qui sont prises en permanence, des décisions qui impactent, notamment des décisions sur l'immigration, des décisions sur la diplomatie et des décisions sur des fondamentaux comme la défense nationale. Et là, on a une absence totale de réponse gouvernementale parce que c'est un projet politique pour eux de s'inscrire dans cette démarche européiste, mondialiste forcée. Et enfin, il y a j'allais dire, un danger qui vient de la base, du terrain, avec une déliquescence croissante de notre société, avec une insécurité qui atteint des niveaux qui n'étaient pas pensables, je pense, il y a 10 ans. On n'aurait jamais cru en arriver là. Et là, on a besoin effectivement d'une remontée terrain, d'une expérience terrain, et notamment en Outre-mer. Et là, je rejoins Alain. Moi aussi, je regrette, hélas, que les situations liées à la crise sanitaire lors des présidentielles et législatives n'ait pas permis des déplacements. Notamment, on attendait une délégation soit européenne, soit nationale, qui, on l'espère, va pouvoir s'organiser pour enfin revenir en Calédonie plus régulièrement. Parce qu'effectivement, Louis Alliot a l'avantage, si on peut dire, sur le territoire, parce qu'il est venu plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie, on sait qui suit le territoire. Jordan Bardella, est-ce qu'il connaît la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui en parler? Comment il se positionne sur un sujet aussi particulier que celui-là? Là-dessus, j'allais dire, on est tous en phase. Hein. D'ailleurs, on a exprimé, parce que nous n'avons pas été invités, bien que certains partis politiques soient invités en tant que parti, comme par hasard, le Rassemblement national en tant que parti n'est pas invité. Vous parlez des discussions qui vont se dans quelques jours à Paris. Donc, nous avons transmis à notre présidente de groupe, Marine Le Pen, au responsable Outre-mer, André Rouget, les positions que nous avions sur la Nouvelle-Calédonie, et elle a rejoint effectivement les leurs, à savoir le respect des 3 scrutins d'autodétermination, c'est-à-dire un statut dans la France. C'est comme ça que se positionnent effectivement Jordan Bardella et Louis Alliot, puisque par 3 fois, les Calédoniens, avec un corps électoral restreint, ont choisi de rester dans la France. Aucune ambiguïté sur les transferts du régalien, c'est-à-dire aucun transfert, pas de partage du régalien. Nous sommes au maximum de l'autonomie. Il n'est pas question pour nous de faire un pas vers un partage de régalien qui serait à ce moment-là une indépendance glissante qui ne dit pas son nom. Nous ne sommes pas pour le glissement progressif d'une indépendance. Si les gens un jour choisissent leur indépendance avec un corps électoral démocratique, eh bien écoutez, ça sera leur destin. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui a été choisi. Donc ça, c'est des lignes rouges, nous, que nous ne franchirons pas, et qui sont celles du bureau du Rassemblement national. Alors, j'ai eu une intervention du directeur du cabinet du haut-commissaire qui m'a demandé un curriculum vitae sur mon passé. Très long, il a fallu que je remplisse quelques pages. J'ai supposé qu'à un moment donné, c'était qu'il pouvait y avoir une possibilité de nous inviter. Et je pense que c'est resté lettre morte. Et je suis d'accord avec Guy Olivier. D'abord, c'est pas normal et c'est scandaleux. Parce que quand on est le premier parti d'opposition de France, je pense qu'il se doit il est important que l'on puisse être invité. Et puis quand Marine Le Pen fait 40% des suffrages, que ce soit en France ou ici, même principe, je pense que c'est pas très élégant de ce qui a été fait. Cela étant, ça ne changera rien. Comme a dit Guy Olivier, nous, on a une ligne. La ligne, elle est très claire, on ne revient pas sur les pouvoirs régaliens, c'est-à-dire police, justice, armée, doivent rester à l'État français. On n'a plus besoin de revoter un 4e, un 5e référendum. Maintenant, on doit parler de projet, on doit parler de l'avenir institutionnel avec des propositions, mais ne pas se préoccuper de savoir s'il faut encore trouver un moyen de faire, parce que c'est du Chrisnard tout craché et du Carinco tout craché, de nous inventer je dirais par quelques juristes, des espèces un statut dans lequel il y aurait une possibilité éventuelle d'être dans la France sans y être, etc. Ils sont très forts pour ça. Et là-dessus, nous, on sera très vigilants. On dira aux Calédoniens, refusez systématiquement à ce que l'on touche au droit régalien. Même si vous n'êtes pas à Paris, même si vous n'avez pas été invité, vous allez suivre ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous pensez que ces réunions, ces discussions peuvent être décisives ou peuvent déboucher sur quelque chose? Alors pas celle-ci en tout cas. Celle-ci, elle sera, je pense, au mieux un planning de travail. Voilà. Mais il ne va pas y avoir de décision fondamentale lors de cette réunion. Mais les thèmes que vous défendez, c'est
en gros, les grandes lignes de celles que vont défendre le camp loyaliste. Il n'y a pas vraiment de divergence sur le plan de la Calédonie entre ce que défend le Rassemblement national et ce que défend ici la famille loyaliste. Écoutez, moi, vous savez, j'ai le souvenir quand même, je ne vais pas revenir sur les campagnes électorales, hein, comme M. Dunoyer, comme Philippe Gomez, bon, même je sais qu'ils sont, excusez-moi du terme, cul et chemise avec Mme Baquès, mais ils ont toujours parlé, eux, d'émancipation. Moi, l'émancipation, c'est l'indépendance, hein, faut pas rêver. Et j'ai souvent entendu parler, notamment dans le camp de M. Gomez, que je connais bien, puisque j'étais un ancien CE, de savoir qu'ils étaient dans une réflexion de trouver à ce qu'on puisse partager les droits régaliens. Donc c'est toujours resté dans une vision pour essayer de trouver une solution. Donc moi j'ai toujours cette inquiétude-là où on pourrait revenir dessus. C'est pour ça que j'ai insisté lourdement sur le sujet, notamment avec Carinco et Chrisnart, qui sont quand même, avec Madame Borne, des socialistes bontins, qui se connaissent depuis plus de 40 ans. Je ne refais pas le passé de Chrisnart et de Carinco en Calédonie, qui d'ailleurs n'ont salué que les anciens du monde kanak indépendantiste. Donc on ne peut que s'inquiéter d'une vision qui nous amènerait à accepter l'inacceptable. Mais je pense que comme les Calédoniens parfois ont une culture politique qui n'est pas forcément toujours sur ces sujets-là d'un bon niveau, on peut nous faire avaler n'importe quoi en nous disant mais non, c'est pas tout à fait ça. Et moi là-dessus, je suis convaincu que là, chez tous les UAListes, il n'y a pas la même vision. Il y a une vision collectiviste et avec une fiscalité confiscatoire. Ça, c'est Gomez et les indépendantistes. Nous, on a une vision fiscale qui est dynamique et qui n'est pas dans un état de... Si vous voulez, ce que l'on souhaite, nous, c'est qu'on reste quand même dans une liberté dans laquelle il ne semble pas que nous ayons les mêmes visions de la liberté et de la libre expression entre les gens de CE, les indépendantistes et nous. Quant à Mme Baquet, je ne sais plus trop où elle se situe, excusez-moi de vous le dire, puisque Guy Olivier lui est resté au sein de l'AEC. Mais nous avons d'ailleurs aujourd'hui une réflexion très commune avec que ce soit les gens des LR localement, notamment puisqu'on a fait une conférence de presse avec Pascal Lafleur sur le sujet. On a, nous, une vision beaucoup plus libérale du sujet et du futur de la Calédonie. Guy-Olivier Queneau, vous partagez ces inquiétudes d'Alain Descombelles ou vous pensez que la famille loyaliste qui doit parler d'une seule voix à Paris va finalement défendre des idées qui sont assez proches de celles auxquelles vous êtes attaché ? À condition, et c'est la condition sine qua non, qu'il n'y ait pas de dérapage sur les fondamentaux. Notamment, je répète, le corps électoral figé. Là, nous aussi, on est très, très ferme. C'est pas un élément de négociation pour nous. Le droit à parler, le droit international s'est aussi exprimé là-dessus. Il ne s'agirait pas pour soi-disant sortir la tête haute et avoir l'apanage de je ne sais quelle signature, lâcher sur des fondamentaux démocratiques. Encore une fois, si un jour les gens veulent l'indépendance, qu'ils la prennent démocratiquement, et ça sera le peuple qui aura parlé. Mais essayer d'avoir une approche qui se veut consensuelle et d'une seule voix, mais être en divergence sur des points fondamentaux, c'est pas possible. C'est pour ça que certes, il y a le minimum qui doit nous, j'allais dire, nous réunir, mais c'est la démocratie d'avoir une expression pluraliste. Loyaliste, aujourd'hui, ça veut dire macroniste. Hein. C'est le nom du groupe qui s'est constitué au Congrès. Et peut-être à la province, bien que ce soit très, très compliqué pour eux. En effet, c'est compliqué parce que c'est hétéroclite. Et c'est là où nous, on est vigilants. On dit attention, pour des raisons électoralistes, il y a eu un mouvement hétéroclite qui se présente comme un mouvement cohérent, alors que quoi de commun entre, et c'est ce qu'a dit Alain, Madame Borne, Monsieur Darmanin, Monsieur Le Maire, voilà, c'est Monsieur Dupond-Moretti, enfin voilà, pour ne citer que les têtes d'affiche du moment, il n'y a rien de commun. Pour en revenir à nos deux candidats, Louis Alliot et Jordan Bardella, on a le sentiment qu'il y a une approche différente, peut-être, on l'a vu au travers de l'actualité ces derniers jours, concernant les relations avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il y a l'un des deux qui est plus près de pouvoir travailler avec le parti Reconquête, ou est-ce qu'ils sont tous les deux sur une position qui est un peu celle de Marine Le Pen, d'être complètement opposés et je pense d'avoir coupé les liens ? Enfin, moi je pense aujourd'hui, je parlais pour Louis Alliot, donc Guy Olivier parlera pour Jordan Bardella. Louis a vécu toute cette trahison. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a été pendant 15 ans très proche de Marine Le Pen. Hein. C'était quand même le compagnon de Marine Le Pen. Donc je pense qu'ils ne sont pas prêts à accepter l'inacceptable. L'inacceptable, c'est quoi ? C'est d'avoir une possibilité d'une participation quelconque à partir du moment où ils ont fait
aucun effort, et c'était, je pense, à eux de le faire pendant les élections, puisqu'ils n'ont fait que finalement chercher à tuer Marine Le Pen. Il faut dire ce qui est. Donc je pense qu'elle ne peut pas non plus l'accepter. C'est un peu comme Chirac et Balladur. Je dirais que même si Zemmour n'était pas au sein du parti, mais enfin il a quand même beaucoup... il a été très néfaste. Donc je crois qu'il faut un peu de temps. Peut-être que les électeurs de Zemmour aussi se rendront compte que finalement Marine Le Pen est le futur à sa place, mais je pense que c'est très difficile à avaler et je peux le comprendre parce que c'est une trahison et cette trahison, à un moment donné, vous savez qu'en politique, très souvent, où on vous tue, et malheureusement, c'est pas ce qu'il a su faire, Zemmour, ou alors finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. Et si aujourd'hui il a 0 député, c'est quand même pas pour rien. Ça veut dire que même les Français n'ont pas du tout apprécié la façon dont ça s'est passé. Ce qui est dommage, parce que ça fait passer Éric Zemmour peut-être pour ce qu'il n'est pas, parce qu'il a parfois, c'est un garçon intelligent et qui n'a pas de mauvaises idées. Mais pour l'instant, sur le plan politique, de se réunir, je dirais, de s'associer dans son parti et autres, me paraît très 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 largement prématuré. Et l'attitude de Jordan Bardella, quelle est-elle ? Idem, d'ailleurs, il s'était exprimé lors d'une interview assez approfondie entre les deux tours avec Valeurs Actuelles sur le fait qu'il avait fait 7% à la présidentielle et qu'il ferait 4% aux législatives. C'est à peu près ce qu'il a fait, malheureusement, avec aucun député. Et je crois qu'effectivement, il y a eu des comportements humains, parce que la politique, c'est aussi de l'humain, de cadres qui sont difficilement acceptables. Donc il faudra un peu de temps. Et effectivement, là je rejoins Alain là-dessus, la majorité des électeurs d'Éric Zemmour s'est aperçu que la véritable alternative de gouvernance réelle à l'Assemblée, c'était le Rassemblement national. Alors après, le Rassemblement national a obtenu 89 députés. Ça a surpris tout le monde tout de même, cette espèce de forte entrée dans l'Assemblée nationale, surtout avec un scrutin majoritaire. C'est un parti qui désormais compte dans la vie politique nationale. Qu'est-ce que vous attendez de plus ? Quels sont vos espoirs comme adhérent, comme militant du Rassemblement national ? Quel est son futur ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Bien, d'une part, déjà, effectivement, ce résultat spectaculaire, on peut dire qu'il soit spectaculaire, puisque c'est la première force politique d'opposition, démontre que les Français ont fait exploser ce qu'on appelle le plafond de verre. Et que, justement, comme vous l'évoquiez, avec un système à 2 tours, c'est très compliqué de le passer. Les Français se rendent compte que le Rassemblement national est un parti qui travaille, qui vote des lois, qui en refuse d'autres. Et je trouve qu'au sein de l'Assemblée nationale, c'est le parti qui, je dirais, est le plus cohérent et le plus correct en termes d'opposants. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, quand vous regardez les sondages sur ce que pensent les Français de Marine Le Pen ou Macron ou les autres, elle est très largement au-dessus. Ce qui prouve bien qu'elle a franchi un cap qui est la démonstration que ce qu'elle disait d'abord sur les sujets importants comme la sécurité et le reste, elle avait raison, mais qu'en même temps, ils étaient capables d'être une alternative qui était possible et qui était tout à fait jouable. Donc je pense que là-dessus, il y a un grand pas. Et je pense que si Macron, notre cher président, décidait éventuellement de renvoyer l'Assemblée nationale aux élections, je pense qu'on finira à 150 à 200. Pour moi, il n'y a même pas de discussion. Je ne sais pas ce qu'en pense Guy, mais... Tout à fait en phase, effectivement. Et vous le savez bien, Elisabeth, le scrutin majoritaire a cet effet de cliquer à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut avoir 40% de la population qui adhère à un mouvement politique et finalement en voir assez peu l'expression au niveau de l'Assemblée. Et là, ça s'est produit, j'allais dire, par bascule, parce que malheureusement, des territoires comme les campagnes, les régions, l'outre-mer ont été délaissés et ont fortement, massivement exprimé cet espoir de changement envers le Rassemblement national, alors que l'électorat, j'allais dire, classique de la Macronie, c'est-à-dire plutôt les classes aisées privilégiées urbaines, elles se sont concentrées sur ces votes-là, et ce qui a fait effectivement un échiquier électoral au niveau national assez fragmenté, qui reflète la fracture profonde de notre société et la division de cette société. Donc c'est un sentiment maintenant qui perce même dans les milieux urbains, et je pense qu'on n'est pas loin de la bascule, nous on l'espère, et que aux prochaines élections, quelles qu'elles soient d'ailleurs, si elles sont plus tôt, et je partage l'avis, on gagnera des sièges, et si elles sont dans 5 ans, j'espère qu'on gagnera carrément la majorité. Et en Nouvelle-Calédonie, alors qu'est-ce qui se passe ? En Calédonie, Marine Le Pen a fait aux 2 dernières élections présidentielles des scores tout à fait honorables. Vous avez de la peine, vous, à le traduire dans les élections intermédiaires, que ce soit législatives
ou évidemment dans les élections provinciales. À quoi ça tient et qu'est-ce que vous devez faire pour essayer d'être plus présent Oui. On a essayé d'analyser tout ça, bien entendu. On n'est pas stupide, donc on voit bien qu'il y a un écart qui est relativement important. Moi, je dirais que l'une des raisons principales, c'est que les Calédoniens, déjà, ils votent souvent pour le président qui est en place et pour celui qui a le carnet de chèques. Bon, je le dis sincèrement, je le dis comme je le pense. Je ne dis pas que les gens du Rassemblement national pensent comme moi, mais moi, je le pense comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on donne une tendance à celui qui va peut-être être notre protecteur. Et de fait, déjà, on se rend compte que les Calédoniens votent très très peu pour les députations, puisqu'on a vu des scores qui étaient lamentables. Alors, aussi bien pour nous d'ailleurs que pour les autres, tout est proportionnel. Donc je pense qu'il y a cette problématique-là où les gens ont envie de dire Marine a raison, mais disent, mais attention, il vaut peut-être mieux que le président Macron nous protège, parce que c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui a le pouvoir. En plus, il y a la problématique de l'indépendance, non-indépendance qui était dans le tuyau. Ils ont promis tellement de choses, parce que pour l'instant, les députés, que ce soit Metzdorf ou Dunoyer, ont promis plein de choses, mais pour l'instant, je ne vois rien arriver. Mais je crois que c'est une tendance qui risque de s'inverser à partir du moment où, justement, le succès du Rassemblement national en France fera réfléchir les Calédoniens sur la possibilité, justement, d'être un jour au pouvoir. En tout état de cause, les Calédoniens savent très bien, c'est pour ça qu'ils votent Marine Le Pen relativement de façon importante, ils savent très bien que le Rassemblement national est pour que la France et que la Calédonie reste dans la France. Même analyse sur cet échec du Rassemblement national localement ? Oui, et d'ailleurs, le meilleur exemple que ce que disait Alain de protection, c'est que Emmanuel Macron a puni l'Outre-mer, parce que tout le reste de l'Outre-mer a voté contre lui. Donc il a dissous le ministère de l'Outre-mer en faisant un secrétariat d'État noyé dans le ministère de l'Intérieur. Vous ne trouvez pas ça bien que ce soit rattaché au ministère de l'Intérieur C'est une catastrophe. Vous voyez les enjeux géostratégiques de 3 zones, l'océan Pacifique, l'océan Indien, Atlantique. Les enjeux sont différents et ils nécessitaient... au contraire, un super ministère de l'Outre-mer pour prendre à bras-le-corps tous ces enjeux géostratégiques. Et là, c'est l'inverse qui s'est produit. Et donc, effectivement, ça traduit bien la punition. Donc, les Calédoniens, on leur a fait peur avec ces fameuses dates de référendum. Ils sont tombés dans le panneau. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Vous êtes tombés dans le panneau. Voilà. Maintenant, la vision de la Macronie sur la Calédonie, on la voit. C'est-à-dire qu'on a nommé une première ministre qui n'est pas vraiment favorable aux loyalistes. Avec des collaborateurs qui ne sont pas vraiment non plus, vous voyez ce que c'est la réalité de la Macronie. C'est un patchwork d'opportunités, pour ne pas dire d'opportunistes. Et tout le monde sait très bien qu'entre Darmanin et, je dirais, Borne, c'est pas le grand amour, et qu'il y a bien une vision totalement différente, puisque l'un, quand même, ne l'oublions pas, est un ancien LR, et que sa vision est bien sûr relativement plus proche de la nôtre, on va dire, que celle de Mme Borne et de ses équipes. C'est d'ailleurs ce qui nous inquiète, parce que c'est quand même elle qui a quand même aujourd'hui le pouvoir, qui est Premier ministre, c'est pas Darmanin. Donc je pense qu'il va falloir être très vigilant. Mais je crois que les Calédoniens, petit à petit, au vu de la situation dramatique que nous vivons sur le plan social et économique en Calédonie, et y compris en France, je pense que les Calédoniens sont en train de se rendre compte que s'il y a un potentiel, je pense que les votes seront différents, ne serait-ce même que s'il y avait déjà des élections au cas où on le souhaite, parce que Macron fasse une dissolution. À ce moment-là, les résultats pourraient effectivement être assez surprenants. Combien d'adhérents du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie ? Un petit millier. Et est-ce que vous avez fait campagne auprès d'eux, l'un et l'autre, pour vos candidats dans la perspective de l'élection du président ? On échange, j'allais dire, par nos fils de discussion internes, mais il n'y a pas vraiment de... Sur nos réseaux sociaux, parce que vous savez très bien qu'ici en Calédonie, vous avez 40% de personnes qui votent pour Le Pen, et si vous faites une réunion avec Marine Le Pen, vous avez 3 pelins tondus, donc les gens ont encore cette problématique-là. Donc nous, on le fait par l'intermédiaire des réseaux sociaux, on discute, on échange entre nous. Et je vous remercie d'ailleurs, Elisabeth, d'avoir eu cette gentillesse de nous avoir proposé ces 20 minutes, parce que ça nous a permis de pouvoir exposer pourquoi Jordan Bardella pourrait éventuellement être président, ou Louis Alliot. Ça nous a permis effectivement de pouvoir l'exprimer, et maintenant chacun va voter en son âme et conscience. Justement, ça se passe comment le scrutin ? C'est jusqu'au 3 novembre. Oui, c'est ça. C'est un vote par Internet, sécurisé. Il faut être adhérent, un jour de cotisation. Voilà, adhérent un jour, et puis vous votez. Donc il n'y a pas seulement d'ailleurs la présidence du parti, il y a aussi les membres du Conseil national. Donc il y a une centaine de membres à choisir. Donc c'est des élections importantes. Et les résultats seront annoncés le 5 novembre, je crois, lors du congrès du Rassemblement national. Pour conclure vos pronostics, au-delà de vos choix, Alain Descombes, on va commencer par vous. Louis Alliot,
est présenté aujourd'hui comme Mais le c'est ce que je challenger. disais. Je pense qu'effectivement, par les médias, tout le monde s'est dit c'est Bardella, c'est Bardella. Maintenant, il faut toujours se méfier des briscards comme Louis qui ont fait une campagne de terrain et souvent celui qui a la carte depuis un certain nombre d'années peut avoir une vision différente que ce que pensent nos réseaux, je dirais, journalistiques de France. Donc, je pense qu'il peut y avoir une belle surprise. Et je crois qu'il y aura un écart relativement faible entre les deux, beaucoup plus que ce que l'on imagine. Aujourd'hui, ce sont les médias qui toujours, je dirais, donnent le là, c'est sûr, Bardella, jeune politicien brillant. Mais bon, après, on ne voit pas le travail de fond et pour moi, je dirais, les adhérents ont leur mot à dire. Guy-Olivier Queno, c'est Jordan Bardella est effectivement présenté comme le favori. Vous pensez qu'il va concrétiser? Ouais, je pense qu'il a effectivement de bonnes chances, mais encore une fois, si c'est pas le cas, c'est pas un traumatisme pour moi, je vous rassure, parce que de toute façon, les deux travailleront ensemble, et ça, Oui, je pense qu'il y en aura un qui sera président et l'autre vice-président. Voilà, très vraisemblablement. Et quel que soit le résultat, il n'y aura pas de division entre vous au sein du réseau non, national non, local. vous savez, Non, absolument pas. On est tous sur la même ligne politique, on partage. Après, voilà, il faut bien, à un moment donné, c'est comme une association sportive, si vous voulez. À un moment donné, il y a le président du club, il y a le secrétaire, le trésorier. Bah là, c'est le moment des élections du bureau. Et il n'y a pas de ligne politique, il n'y a pas de schisme. Oui, bien sûr. Ça prouve que justement, le Rassemblement national est un parti démocratique, contrairement à ce que pensent certains, et qu'aujourd'hui, écoutez, ils font jouer le jeu de la démocratie. Et j'apprécie et je remercie encore Marine Le Pen d'avoir eu cet esprit d'ouverture. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas critiquer le positionnement du Rassemblement national sur son mode de fonctionnement, qui d'ailleurs laisse présager, si demain on pouvait arriver au gouvernement, d'avoir une attitude qui soit la plus ouverte et libérale possible. Eh bien, c'est la fin de cet échange, la fin de ce magazine citoyen. Merci tous les deux d'avoir accepté d'échanger dans la perspective de l'élection du président du Rassemblement national. Un magazine Transparence qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pourrez dans un instant le retrouver en audio et vidéo sur le site internet d'RRB. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.